Bonjour à tous. J'ai décidé de prendre quelques minutes avec cette vidéo pour répondre aux sollicitations qui nous viennent de plus en plus souvent sur la question de comment construire un parcours sensoriel. C'est vrai que depuis quelques années, on entend parler d'expériences immersives, de parcours sensoriels, d'expériences sensorielles. Et bien sûr, comme on anime nos formations et notre parcours certifiant sur cette thématique-là, on vient naturellement nous demander des précisions et des précisions en termes de méthode. Qu'est-ce qu'un parcours sensoriel? Voilà, alors j'ai pris ces quelques minutes, je suis heureux de les partager avec vous et le magnifique paysage du col des Montets dans la vallée de Chamonix. Euh, Pourquoi j'ai choisi cette image? Parce que la première chose à bien prendre conscience, c'est que l'être humain est un être vivant qui ne vit que parce qu'il est sensoriel. C'est-à-dire que depuis l'évolution avec un grand E, nous ne vivons, nous ne sommes en sécurité, nous ne sommes informés, nous n'avons que du plaisir, nous n'avons du plaisir que grâce à nos sens. Et donc l'être humain est un animal sensoriel. Quand on touche, quand on explore, mais aussi quand on réfléchit, quand on voilà, le cerveau a aussi du plaisir à, à bouger, à travailler. Les neurones procurent aussi du plaisir. Les neurones procurent aussi des sensations. Donc l'animal est un être, l'homme est un être sensoriel et nos sens nous permettent de nous mettre en sécurité. Voilà, on voit les exemples en formation hein, quand on respire un fameux petit liquide en début de certaines formations. On voit bien que immédiatement le cerveau nous donne une information pour nous dire voilà ce que c'est, voilà ce que j'imagine ce que c'est. Et c'est totalement instantané et totalement involontaire. On ne maîtrise pas l'image venue d'une sensation, sensation forte d'ailleurs quand on utilise le parfum, donc les sens olfactifs, puisque les nerfs olfactifs sont positionnés à 2 mm du cerveau, donc l'information est extrêmement rapide. Alors pourquoi je prends ce préambule-là? C'est que quand on veut créer un parcours sensoriel, il faut imaginer qu'on crée ce parcours pour des animaux qui sont dotés de sens, et des animaux que sont les êtres humains, adultes ou enfants, qui en permanence captent des informations, ressentent des choses en fonction de la taille de la salle, de de la température, de l'humidité, de la lumière. Est-ce que notre parcours sensoriel, il est en pleine nature ou est-ce qu'il est dans une cathédrale? Est-ce qu'il est dans une église? Est-ce qu'il est dans une cave? Est-ce qu'on est dans un escape game ou est-ce qu'on est dans un espace d'interprétation plus classique où on a des murs et puis sur ces murs, on a mis en place des dispositifs. Donc le parcours sensoriel, la première chose à prendre en compte, c'est d'abord cette, cette grotte, quoi. Quel est le tunnel dans lequel on va faire entrer le public? Et ce tunnel, donc les 300, 400, 1000 mètres carrés, 3000 mètres carrés d'exposition, ce tunnel, cet espace est d'abord la première grotte immersive dans laquelle je vais entrer. Et donc, il faut effectivement se poser la question, quelles seront les sensations proposées au public dans ce lieu? Si je crée un parcours sensoriel dans un lieu construit, des murs, des cloisons, est-ce qu'elles sont sombres, est-ce qu'elles sont claires? Et donc, tout ce que je vais poser entre ces murs qui sont supports et le public vont devoir prendre l'ascendant dans les sensations avec l'être humain qui va visiter l'exposition. Si je veux créer une expérience sensorielle ultime, totale, il faut que la boîte en elle-même soit génère ces sensations. En préparant cette vidéo, j'évoquais la visite de l'ASCO 4. Clairement, l'ASCO 4, l'idée de la reproduction de la grotte, bien sûr, c'est pour essayer de reproduire la fameuse grotte, mais clairement, c'est aussi pour créer une immersion. Une immersion, vous savez, c'est quand on plonge dans l'eau et on est immergé, on a de l'eau partout qui rentre dans le nez, dans les oreilles. Bon, ben, à l'ASCO 4, il nous manque un peu la température, il nous manque l'odeur, de l'humidité, il nous manque l'ambiance de ce que cela pouvait être de vivre ou de travailler ou de venir peindre dans cette grotte. Il nous manque des éléments de sensation, mais au moins on a pensé à la coque. Ça n'aurait pas du tout été la même chose si on avait créé une sorte de couloir avec bien sûr des écrans et l'expérience ou des tableaux ou des textes, l'expérience est bien moins immersive. Donc vraiment avoir conscience que l'être humain est un animal sensoriel et que créer une expérience immersive, c'est s'adresser à tous ses sens.
Alors, je le dis souvent en formation, les parcs à thème, depuis maintenant 30 ans, euh, ont bien compris ça. Et ils s'inscrivent aussi dans une histoire. C'est-à-dire que le public aujourd'hui attend des expériences où le corps est mobilisé. Non pas que le public aujourd'hui est devenu simple, inintelligent et qui veut jouer, mais simplement le public, au contraire, aujourd'hui, il veut vivre les expériences immersives avec ses sens. Peut-être parce que la société l'enferme beaucoup, nous enferme beaucoup devant des écrans, dans des salles, et que la vie devient de moins en moins sensorielle dans nos cités, dans notre quotidien, et que le public a besoin de retrouver du plaisir avec son corps. Donc la première notion, c'est ça. Et ensuite, dans la conception d'un parcours sensoriel, on va se dire, bah, c'est quoi cette coque, hein, c'est quoi ce tunnel immersif? Est-ce que je le crée? Et on a récemment travaillé pour un officetourisme où la programmation était bien de créer un tunnel d'immersion pour faire découvrir, faire la promotion du territoire à l'intérieur même de l'officetourisme. Ça veut dire bah, recréer des cloisons, recréer un tunnel, recréer des sensations comme dans le ventre d'une bête et recréer ces sensations qui sont proches de celles du. Vous voyez, l'immersion ultime, c'est un fœtus, un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Il est complètement baigné, mais il entend aussi ce qui vient de l'extérieur et il a des sensations de lumière, de température, de gestes, de son. Voilà. Une immersion, c'est ça. Donc, on va d'abord penser à cette coque et ensuite, on va penser au sens de l'expérience. Alors, vous voyez, sens sensoriel, on joue sur les mêmes mots, mais nos sens, que ce soit le toucher, la vue, voilà, nous donnent des informations et donnent du sens sur ce qu'on est en train d'avoir sous les mains, sous les yeux. Il nous donne des explications. Et donc, entre sens et sensoriel, sens d'une visite sensorielle, on est très proche. Il va falloir donc penser quel est le sens de la visite que je veux créer. OK, je veux faire un parcours sensoriel, mais est-ce que c'est juste pour faire du ludique, comme on l'entend souvent, ce qui sera très limité? Ça veut dire que là, on a une réponse technique, presque marketing. Les gens veulent du ludique, alors allons-y, on fait du ludique, mais là, on passe à côté du sujet. Non, ce qui est au cœur du siège, c'est de dire le parcours sensoriel, il doit aussi porter du sens. Donc, l'expérience qui sera proposée, elle amène à quoi? À quoi elle sert pour les gens? Ils vont repartir avec quoi? En quoi ils repartiront construits de quelque chose? Donner du sens, c'est ça. C'est donner aux gens et au public quelque chose qui va les faire avancer dans la vie. Et donc, on va se poser la question, on s'adresse à qui? On s'adresse à des adultes, on s'adresse à des enfants. Si c'est des enfants, quel âge? Si c'est la famille, si c'est des experts. C'est quoi l'expérience sensorielle et donc l'expérience de sens qu'on veut leur proposer? Voilà, une fois qu'on a défini le sens de l'exposition, le sens de ce qu'on veut faire vivre, on peut commencer à travailler ben, le contenu des expériences. Et bien sûr, l'expérience, le parcours sensoriel, c'est intéressant qu'il soit construit sur un schéma qui sollicite en permanence tous les sens. Et donc, on peut appliquer plusieurs schémas, mais c'est clair que le schéma d'un roman, le schéma d'un film d'aventure, où on va peut-être d'abord avoir une immersion forte avec des découvertes un peu puissantes qui vont nous embarquer. C'est la phase de l'embarquement. Et puis ensuite, on va être secoué par plusieurs ressentis, plusieurs explorations, plusieurs péripéties comme dans un film, pour finir par un climax, donc un temps ultime, peut-être un très bon schéma. Parce que si vous commencez une exposition sensorielle ou un parcours sensoriel par une salle où vous dites de manière très classique, eh bien, on va faire une introduction, on a de bonnes chances de ralentir le rythme et de commencer par ennuyer tout le monde sous prétexte de dire on va introduire, voilà. Une magnifique introduction, c'est un embarquement. Hein, c'est vous vous posez dans le fauteuil d'un cinéma. Logiquement, si le film est bien lancé, l'objectif du réalisateur, c'est de vous avoir fait décoller du siège au bout de la première minute qui vous a embarqué. Eh bien, un parcours sensoriel, c'est la même chose. Il faut qu'à la première minute, on fasse waouh, en tout cas qu'on ne fasse pas, mais qu'on se rende plus compte qu'on est dans un site où on a payé un ticket peut-être un peu cher et on est, voilà, il faut que dans les 2 minutes, on ait envie d'être là et qu'on soit embarqué et qu'on sorte en disant, mais j'ai pas vu le temps passer. Ça, c'est la réussite d'un parcours sensoriel. C'est la perte, c'est un critère. La perte de la notion du temps, se dire, ah, mais c'était trop court ou alors j'ai pas vu le temps passer. Ça, c'est vraiment que la personne a été embarquée dans son imaginaire et donc ses sens étaient pleinement impliqués. Et donc, créer un parcours sensoriel, c'est d'abord cette vision large. Et, et moi, j'incite beaucoup à avoir cette vision-là parce que si on veut se positionner un petit peu en réponse aux attentes des publics aujourd'hui, il faut aller dans ce sens-là. Alors, je vous conseille sur ce plan-là
la lecture de l'étude Musée 2030 réalisée et produite, éditée à l'automne 2022 par la région Grand Est, qui est une étude assez concrète, pratique, donnant des perspectives sur le Musée 2030. Et on voit bien les deux tendances. Il y a une tendance lourde sur le numérique, l'immersion numérique. Et là, c'est vrai que les grandes structures muséales vont se battre pour capter des dizaines ou centaines de milliers de visiteurs sur des grandes expos numériques, hein. On pense à ce qui s'est passé à l'Atelier Lumière, où on vous immerge dans un espace large, fantastique, hein, des dizaines de milliers de visiteurs, mais au milieu, certains jours, c'est un peu la gare de Lyon, hein. C'est-à-dire que bah, vous avez des images, mais il y a tellement de bruit, il y a tellement que les sensations, elles sont effacées par la trop grande fréquentation, hein. Une immersion, c'est d'abord un tunnel, c'est un ventre qu'on traverse, et les sensations doivent être proches de l'être humain. Donc ça pose question. Mais effectivement, il y a une direction sur l'immersion numérique. Et c'est une bonne direction. Aujourd'hui, on ne crée pas un musée ou un centre d'interprétation ou un parcours sans une bulle qui peut être 9 mètres carrés d'immersion numérique. Et puis ensuite, il y a l'exploration. L'exploration avec tous ses sens. Et là, bien sûr, il peut y avoir de l'information qui est donnée. Bien sûr, on va faire toucher. Bien sûr, on va faire explorer. Mais pour rentrer dans une expérience sensorielle et donc permettre d'apprendre, hein, parce que c'est le parcours sensoriel qui permet le plus d'apprendre, hein. On est immergé avec son corps, on est attentif dans ce qu'on fait. Et bien là, ce sera clairement la créativité. On veut parler de tel thème, on veut montrer tel objet, telle œuvre. On va s'interroger quelle est la meilleure pédagogie sensorielle à mettre en place. Et on va passer d'une pédagogie à l'autre en ne mettant pas de solliciter tous les sens, de solliciter le mouvement du corps, de solliciter le son, voilà, et de solliciter aussi l'histoire. Raconter une histoire dans un parcours sensoriel, l'histoire, c'est une expérience sensorielle majeure, puisque une histoire bien racontée, c'est une histoire qui nous embarque dans notre imaginaire et qui nous fait partir chacun dans des lieux différents avec la même histoire. Donc l'histoire fait partie de... Voilà. En n'oubliant pas que les neurosciences nous démontrent depuis maintenant 10 ans, et nous le disent, on le rabâche en formation, que le discours magistral n'est pas une pédagogie qui permet d'apprendre, et que donc ça pose question dans le cadre d'une visite, quelle qu'elle soit, pour essayer d'enrichir ces visites. Voilà les quelques éléments que je voulais partager sur le parcours sensoriel. C'est clairement une disposition d'avenir, c'est-à-dire se questionner en disant je veux faire un parcours sensoriel. Si on fait le choix de se dire c'est vraiment l'avenir du partage, qu'on soit en nature, dans tout type de patrimoine, je pense que c'est la bonne direction parce que c'est celle qu'attendent nos contemporains. Voilà, à bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.